club énergie-climat a été créé sous l'impulsion de Crédit Agricole Charente-Périgord, mais pas tout seul évidemment. L'objectif de ce club, c'est de réunir tous les acteurs de la transition sur notre territoire, en Charente et en Dordogne, les acteurs de la transition, les producteurs et les consommateurs. L'esprit de ce club, c'est de partager les bonnes pratiques, d'échanger, de se faire entendre aussi collectivement, notamment auprès des instances publiques, et puis de stimuler l'écosystème sur ces sujets à la fois de production d'énergie renouvelable, mais aussi d'efficacité énergétique. L'objectif, c'est bien de conserver la valeur ici, sur notre territoire. Alors après un an d'existence, le Club Énergie-Climat a mené des travaux d'orientation, notamment via le comité stratégique, a tenu des réunions trimestrielles avec les acteurs du territoire, et puis a décidé sur ce format d'organiser des événements pour pouvoir échanger et discuter sur certains sujets spécifiques. Et nous allons parler aujourd'hui d'autoconsommation collective. Nous aurions pu aussi appeler cette table ronde l'électricité en circuit court. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 11 h. Vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions à l'issue de la conférence. Et puis, entre 11 h et midi, vous pourrez échanger individuellement avec chacun des intervenants. Sans plus tarder, je vous propose de les accueillir, d'accueillir nos invités. Ils ont des micros, donc je vais leur demander à chacun de se présenter brièvement. On commence par vous, Mathieu. Merci Thibault, bonjour à tous. Moi je suis Mathieu Mansouri, le directeur adjoint du CRER. Le CRER, c'est une association qui est basée à Niort et qui travaille depuis 2001 sur tout ce qui est économie d'énergie, énergie renouvelable, à travers des missions d'information, de conseil, de formation et d'expertise sur ces sujets-là. Bonjour à toutes et tous, Patrick Asquette, chargé de mission développement des ENR au sein d'Enedis. Bonjour, Valentin Bonnet, je suis responsable commercial ingénierie financière chez LM Soleil. Nous sommes constructeurs d'installations photovoltaïques et producteurs d'électricité verte charentais depuis 17 ans maintenant. Bonjour à tous et à toutes, Michael Laville, maire de Champniers et vice-président de Grand Angoulême, président de Qualitum. Voilà. Aujourd'hui, je vous amène la voix des collectivités, si je peux. Très bien, merci à vous quatre. Alors nous devons excuser Virginie Vernet qui était prévue pour participer à cette table ronde, donc dirigeante d'Agir Énergie et qui n'a pu se joindre à cette manifestation. Elle m'a chargé personnellement de vous en excuser. Alors, nous allons évoquer aujourd'hui le sujet de l'autoconsommation collective, mais avant d'aborder ce sujet, Mathieu Mansouri, je vous propose d'échanger avec nous sur les raisons du développement du photovoltaïque. Est-ce qu'on est bon sur le micro? Oui, parfait. Alors, quel intérêt aujourd'hui de se lancer dans un projet de centrale photovoltaïque? Alors, il y a plusieurs intérêts de se lancer dans un projet. D'abord, c'est bien valoriser son patrimoine, que ce soit des espaces au sol, des parkings, des bâtiments. Ensuite, c'est de pouvoir produire de l'électricité à moindre coût, parce que le photovoltaïque étant de moins en moins cher, on arrive à produire une électricité qui devient compétitive par rapport au prix auquel on achète l'électricité sur le réseau. C'est ce qui fait que le sujet du jour, c'est l'autoconsommation, c'est qu'on arrive à produire une électricité très pertinente économiquement et de plus en plus. Très bien. Alors, les raisons, selon vous, de l'augmentation du photovoltaïque qu'on voit au cours des dernières années? Alors, la première, c'est justement l'évolution de la filière, l'évolution du prix des panneaux. Parce que depuis une quinzaine d'années, le prix des panneaux a été divisé par 10. La fabrication s'est améliorée, on utilise moins de matière, les rendements ont doublé aussi en quelques années. Et en fait, c'est ça l'élément essentiel qui fait le développement de la filière. C'est la compétitivité des panneaux photovoltaïques et de la filière de manière générale. L'État donne quand même des aides, continue à aider à travers des tarifs de vente d'électricité, des primes, parce qu'on a besoin d'accélérer et de développer très très vite le photovoltaïque, mais on a besoin de moins en moins d'aides. Et d'ailleurs, la tendance va être à supprimer l'ensemble des aides au fur et à mesure de l'évolution de la filière. Et comme il n'y a plus besoin d'aide, l'État se met à obliger. Et donc on se retrouve à avoir des obligations sur des parkings, sur des bâtiments, et qui vont se renforcer au fur et à mesure des années, parce qu'on va trouver
des opérateurs qui sont capables de réaliser ce type d'installation et des opérateurs territoriaux qui sont capables d'investir dans ces équipements. Donc une obligation n'est pas contraignante. Soit il y a un opérateur qui vient, soit on réalise une installation soi-même avec de l'autoconsommation. Alors justement, merci Mathieu. Valentin Bonnet, je me tourne vers vous. Alors, avant de parler d'autoconsommation collective, est-ce que vous pouvez nous parler de l'autoconsommation tout court? Oui, bien sûr. Alors déjà, on peut différencier les installations classiques en injection totale raccordées directement au réseau pour envoyer tous les électrons sur le réseau. On a deux types d'autoconsommation. L'autoconsommation individuelle, où, pour simplifier les choses, on a l'installation raccordée sur le réseau de consommation du consommateur. Et on a, depuis 2021, la possibilité de faire de l'autoconsommation collective au travers de boucles. C'est-à-dire que ces installations vont être raccordées au réseau et on va consommer ces électrons par l'intermédiaire du réseau. Sur la slide suivante, donc l'autoconsommation, c'est pas une simple soustraction entre la consommation et la production. Il faut commencer par regarder la courbe de charge. La courbe de charge, c'est toutes les 10 minutes, on va récupérer la consommation du client et retracer la courbe, puisque en face, on va après mettre la courbe de production solaire. Et c'est lorsque ces deux courbes se rencontrent que l'on va réaliser les économies. On a plusieurs types de consommateurs. Des consommateurs qui vont avoir une consommation régulière, des gens qui vont avoir des groupes de froid, des clims, ou pour des profils de particuliers, des pompes à chaleur, des piscines, une consommation qui tourne en continu 24 heures sur 24. A contrario, on peut avoir des consommations très irrégulières avec des pics, des machines qui font des appels de puissance que l'on démarre, que l'on éteint, etc. Et il faut savoir aussi que même si on a une consommation presque régulière, tout le monde ne travaille pas les week-ends, l'été, les gens prennent des vacances. Et ça, ce seront des personnes où on ne consomme pas, mais où les panneaux photovoltaïques vont quand même produire de l'électricité. Donc c'est un point important à avoir en tête. Et donc, sur la dernière slide, ce que l'on fait, c'est qu'on met en rapport donc, la courbe en cloche qui va représenter la production photovoltaïque avec la courbe de consommation. Et ce que l'on a sous ces deux courbes, la zone verte, va être l'énergie qui va pouvoir être autoconsommée et les économies directes sur la facture. Très bien Valentin, merci. Alors la société LM Soleil est un opérateur de référence en Charente. Est-ce que vous pouvez nous illustrer ce que vous faites, nous expliquer quel type de solution vous proposez pour les entreprises, à la fois pour respecter leurs obligations réglementaires, mais également pour travailler la sécurisation de leur facture d'électricité? Bien sûr. Alors, trois choses principales. Tout d'abord, donc, nous maîtrisons le développement de projets, la construction de centrales photovoltaïques, la maintenance et l'exploitation de ces centrales, qu'elles soient installées sur des toitures existantes, sur des bâtiments neufs. D'ailleurs, à ce propos, nous avons développé un catalogue de bâtiments optimisés pour accueillir ces installations, et aussi des nouvelles unités au sol d'une surface d'à peu près 1 hectare. Ça, c'est ce que l'on propose en installation, sur lesquelles vous pouvez investir. Mais on peut vous proposer aussi d'investir pour vous en tant que tiers financeur. Et à ce moment-là, on s'adresse à vous en tant que propriétaire foncier qui veulent valoriser leur foncier, donc soit au moyen de location de toiture ou alors de mise à disposition d'installations de bâtiments construits à moindre coût. Et enfin, si vous êtes plutôt un profil de consommateur d'électricité, on peut vous proposer la mise à disposition d'électrons au travers de boucles d'autoconsommation collective pour une consommation locale de l'énergie. Et petit aparté, aussi, on a une activité annexe pour nos concurrents à la construction. On fabrique des locaux techniques onduleurs. Il faut savoir qu'on ne consomme que 10 à 15% de ce que l'on produit, ce qui est gage de la qualité de nos installations et notre savoir-faire.
Très bien. Alors Mathieu Mansouri, je vous propose de revenir vers vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bien l'autoconsommation collective. On comprend que c'est une nouvelle solution au travers des solutions qui existent déjà. Pouvez-vous nous en dire plus? Quels en sont les principes? Qui sont les principaux acteurs? Oui, alors d'abord, la révolution que ça va apporter, l'autoconso collectif, c'est que ça permet vraiment de libérer tout le potentiel. On a vu, Valentin a montré qu'on pouvait mettre du photovoltaïque au sol, sur des bâtiments, sur un parking, et que vous pouvez investir vous-même ou faire appel à un tiers investisseur. L'autoconso collectif va apporter aussi une liberté sur la manière dont on valorise l'électricité. On peut autoconsommer sur site, on peut vendre l'électricité, et on peut aussi autoconsommer sur d'autres bâtiments. Ça se définit très simplement, l'autoconsommation collective, en une phrase, et ça met plusieurs mois à comprendre l'ensemble du sujet. Mais en une phrase, c'est très simple. C'est échanger une production d'électricité entre plusieurs compteurs proches en utilisant le réseau public. Je vais m'arrêter sur tous les mots qui sont importants dans cette phrase. Le échanger d'abord. Donc ça veut dire qu'il y a un échange des flux énergétiques, et donc peut-être des flux financiers, mais ça peut être de l'énergie qui est aussi donnée gratuitement. Mais quand il y a des flux financiers, ça va nécessiter des contrats, ça va nécessiter de mettre d'accord deux entités pour pouvoir échanger cette électricité. Une production d'électricité, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on commence à parler d'autoconsommation collective, il faut d'abord avoir une production. Il faut d'abord avoir des panneaux photovoltaïques. Donc, rapprochez-vous des professionnels pour savoir le mieux à faire et trouver l'installation qui arrive à produire de l'énergie renouvelable la moins chère possible. Voilà, c'est vraiment prioritaire ce point-là. Ensuite, entre plusieurs compteurs, et c'est là où il faut bien comprendre la subtilité de l'autoconsommation collective, c'est bien plusieurs compteurs. Donc on est collectif parce qu'on passe par le réseau public et qu'il y a un compteur qui va produire et il y a des compteurs qui vont consommer. Et ces compteurs peuvent appartenir à une personne ou à plusieurs personnes. Mais on bénéficie de l'autoconsommation collective à partir du moment où il y a plusieurs compteurs. Proche. Le proche, c'est que l'autoconsommation collective est décrite par une loi, des décrets et des arrêtés qui donnent le cadre de développement de l'autoconsommation collective et qui nous demandent, en fonction de la situation où on est et où on veut échanger de l'électricité, d'être à moins de 2 km quand on est en zone urbaine, à moins de 10 km quand on est en zone périurbaine ou 20 km en zone rurale. La distance réglementaire est 2 km et justement ces extensions à 10 ou 20 km peuvent être obtenues par dérogation. Et puis ensuite, et ça c'est essentiel aussi, c'est en utilisant le réseau public. Donc ce n'est pas alimenter avec un câble son voisin ou alimenter sur 20 km avec un câble de 20 km un autre bâtiment. C'est utiliser le réseau public, les moyens du gestionnaire de réseau pour compter, partager et échanger des informations et de l'électricité. Comme on passe par ce réseau public, on paye les services du réseau public, donc on fait une économie où on échange de l'électricité que sur la partie fourniture, que l'électron. On continue à payer l'accès au réseau électrique qu'on paye habituellement sur nos factures. Merci Mathieu. Patrick Asquette, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous avez une position d'observatoire, si vous me permettez l'expression. Vous voyez bien ce qui se passe sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de l'autoconsommation collective? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur les deux départements? On vous écoute. Alors on peut voir là donc les chiffres donc affamés. On voit que c'est en plein essor évidemment cet objet, avec une progression de plus de 110% par rapport à l'année dernière, avec 428 opérations en service. Et on a dans les tuyaux 625 opérations. Donc on voit qu'effectivement c'est une dynamique très forte, on le voit sur la courbe, l'évolution. C'est 33 déjà mégawatts injectés sur nos réseaux et on voit que ces solutions d'autoconsommation collective concernent un producteur pour à peu près 6-7 consommateurs. On voit la région Nouvelle-Aquitaine qui est quand même en bonne position aussi, derrière l'Occitanie évidemment et puis le centre. Et on voit que ça concerne de nombreuses personnes puisqu'on a des fournisseurs au nombre de 45 et puis des responsables d'équilibre qui sont à peu près équivalents au nombre de 22. Alors ça concerne qui essentiellement? Ce qu'on peut observer, c'est que ça concerne essentiellement les collectivités à pratiquement 60%.
Les bailleurs HLM au nombre de 15%, et puis les autres, c'est plutôt les porteurs de projets privés qui se construisent leur propre finalement, échange en passant par le réseau public. Voilà, donc on voit une progression très très forte effectivement sur ce beau sujet qui est l'autoconsommation collective. Alors, on a vu des acronymes sur la slide d'avant, PMO, AO, CRE. Est-ce que vous pouvez éclairer l'Assemblée sur ces sujets ? Alors effectivement, personnel moral organisatrice, c'est la personne qui va être notre interlocuteur particulier, privilégié pour la construction d'une convention et qui va nous déclarer ces projets d'autoconsommation collective. C'est elle qui va organiser finalement qui est producteur, qui est consommateur, quels sont les bénéficiaires et à quel taux ils peuvent répartir la production. Le responsable d'équilibre, c'est la personne qui est garante auprès de RTE pour dire voilà, il y a une production qui à un moment donné va être injectée sur le réseau et on garantit cette production-là pour les prochaines années. Très bien. Alors, si on veut se lancer dans un projet d'autoconsommation collective, quelles sont les principales étapes ? Par quoi on commence ? Alors, juste avant de parler à ce sujet, un petit rappel quand même sur le rôle d'Enedis, gestionnaire de réseau, donc premier gestionnaire européen, qui est placé, juste un petit rappel, qui est placé entre le transport, le réseau de transport d'électricité. On fait la jonction donc entre ce réseau-là et puis nos clients qui sont effectivement raccordés au réseau de distribution, donc basse tension et haute tension. Et puis vous avez, dans ce monde de l'énergie, vous avez aussi des fournisseurs d'électricité, donc voilà, avec qui vous échangez sur les contrats. Et puis bien en amont, évidemment, il y a les producteurs historiques, hydrauliques, nucléaires, mais évidemment, on est en train d'en parler, tous les producteurs, tous vos projets là que nous raccordons sur nos réseaux, qui représentent finalement 90% des producteurs, en volume, en somme, 90% des producteurs sont chez Enedis et 10% chez RTE. On peut voir aussi, voilà, nous sommes entreprise à mission depuis l'année dernière. Donc notre rôle au sein de cette entreprise, c'est bien sûr de vous raccorder, toutes les personnes et tous les projets en soutirage, mais aussi en injection. On exploite, on renforce, on modernise les réseaux. On accompagne toutes les collectivités avec tout un tas de solutions qui sont proposées sur les open data et sur notamment des solutions de simulation des raccordements. On conduit, on exploite, comme je le disais, on dépanne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on les voit dans les événements climatiques également, où on est fortement mobilisé. Puis enfin, on assure le comptage, donc les open data, les courbes de charge, et nous sommes élus pour la deuxième année consécutive mondialement en tant que Smart Grid. Nous avons encore été élus meilleur gestionnaire de réseau mondial. Alors pour en venir maintenant sur l'autoconsommation collective, si on peut retenir 5 points importants dans le fonctionnement de l'autoconso et surtout les conditions de réussite. Donc on parlait tout à l'heure de la personne morale organisatrice. Effectivement, c'est le premier contact que nous aurons. C'est pour parler du projet, essayer de voir l'ensemble du projet, voir s'il y a des évolutions possibles en plusieurs scénarios. On va évidemment parler aussi d'un sujet qui est les compteurs communicants. C'est la première étape. On va s'assurer que, comme vous le savez, pour les comptages qui sont, pour ceux qui connaissent un petit peu les valeurs électrotechniques, entre 3 et 36 kVA, kilovoltampères, et puis au-delà, donc au-delà de 36, entre 36 et 250, donc ce sont des compteurs qui sont communicants de fait, mais comme vous le savez, avec Linky, on peut maintenant relever les courbes de charge à distance, et c'est le grand bénéficiaire de l'opération, où on va pouvoir compter à distance, en pas de 30 minutes, pouvoir faire remonter toutes ces courbes de charge. On a un sujet autour du raccordement. Le raccordement, évidemment, suivant la puissance que vous demanderez, suivant si c'est un site existant ou un site à construire, eh bien, il y aura très certainement des travaux à réaliser. Au plus tôt vous nous sollicitez pour faire cette demande de raccordement, évidemment, au plus tôt, au mieux, on arrivera dans les délais et on sera en temps et en heure sur le lancement de la convention. Comme le disait
Comme tu le disais un instant, c'est vrai qu'il faut une production en service pour pouvoir lancer l'opération d'autoconsommation collective. Et puis donc on a parlé de la PMO, donc une convention sera signée au bout du bout pour officialiser ce projet-là et donner le relais ensuite par les courbes de charge à tous les fournisseurs et les producteurs pour faire en sorte que finalement cette énergie qui est produite et qui vous est remise soit visible sur votre facture d'énergie. Donc le point de réussite, si on devait le résumer, c'est évidemment de parler de ce projet auprès de nos interlocuteurs privilégiés, donc soit territoire, soit marché d'affaires, leur en parler, exprimer votre souhait, et puis au plus tôt donc présenter votre projet pour qu'on puisse intégrer tous ces sujets. Avoir une vision globale du projet aussi, puisque voilà, il peut y avoir comme tu le disais un instant, il peut y avoir une installation, il peut y en avoir plusieurs à différentes distances. Donc il faut pouvoir l'intégrer et penser raccordement aussi. Voilà les éléments essentiels. Et là, ce que l'on voit, c'est effectivement le parcours. On a essayé de retracer un petit peu les étapes importantes, les moments clés du parcours. Alors, sur la partie de gauche, c'est la partie de montage, je te laisserai développer. Sur la partie de droite, eh bien, une fois qu'on a effectivement discuté depuis un petit moment sur le raccordement et sur les différents bénéficiaires, on a ce moment d'assurer, donc de vérifier les prérequis et d'assurer la signature de la convention. Et une fois que l'installation est en service, l'installation de production est en service, à ce moment-là, on peut lancer l'opération. Et ça va dans une équipe qui va gérer toute la partie courbe de charge et gestion de la relation avec les fournisseurs. Voilà, donc c'est une étape qui suit donc la mise en service de l'autoconsommation collective. On a un guide dans le document, vous pourrez suivre ce document qui est très, très instructif sur les étapes importantes de ces autoconsommations collectives et du rôle du gestionnaire de réseau à ce niveau. Est-ce que tu peux nous dire tout ce qui se passe en amont, finalement, dans la construction du projet ? Oui, en amont, c'est le plus important parce que ce qui est pratique, c'est qu'en aval, c'est le gestionnaire de réseau qui fait tout, qui compte, donc vous n'avez rien à faire. C'est eux qui gèrent la répartition entre tous les consommateurs que vous avez souhaité intégrer à l'opération. Est-ce qu'on peut revenir juste 2-3 diapos en arrière pour illustrer mieux ce qu'il faut faire en amont ? D'abord, et je pense qu'on l'a assez répété, il faut une installation de production qui tienne la route. Il faut un espace assez grand, assez facile à utiliser, une toiture neuve, une toiture qui fait l'objet de rénovation, un parking assez vaste, pour pouvoir produire de l'électricité pas chère. C'est le fait de produire de l'électricité pas chère qui permet d'avoir un modèle économique, que ce soit avec de la vente ou de l'autoconsommation. Ensuite, dans la majorité des cas, il faut sécuriser son projet avec le soutien de l'État qu'on a à travers des tarifs d'obligation d'achat pendant 20 ans, illustré par ce qui marquait le contrat d'obligation d'achat S21, qui permet après au Crédit Agricole de venir vous financer parce qu'ils sont rassurés pendant 20 ans sur la manière dont vous allez valoriser votre électricité. Et ça, c'est le minimum. Une fois que vous avez un modèle économique qui tient la route avec ça, que vous êtes raccordé au réseau avec le gestionnaire de réseau au-dessus, là, on peut se poser la question de, plutôt que vendre à un tarif fixé pendant 20 ans, soutenu par l'État, est-ce qu'on ne peut pas attribuer l'électricité à d'autres de mes bâtiments ou à d'autres consommateurs ? Si on attribue l'électricité à d'autres bâtiments qui appartiennent aux producteurs, qui appartiennent à votre patrimoine, on fait ce qu'on appelle une opération patrimoniale. Donc là, on ne vend pas de l'électricité à d'autres acteurs, mais on produit à un endroit et on alimente tous les bâtiments sur lesquels on a des factures d'électricité, ce qui permet de réduire l'ensemble des factures. Et si on a encore trop d'électricité, on peut l'attribuer à d'autres acteurs, mais là, on va la vendre, ou plutôt faire un contrat de service, parce que c'est de l'autoconsommation collective. Vous ne vendez pas réellement de l'électricité, sinon vous êtes fournisseur, mais en tout cas, vous avez un service où vous apportez une réduction de facture à d'autres personnes. Et là, plus vous avez une production d'électricité pas chère,
mieux vous allez la valoriser et trouver des consommateurs qui sont en capacité de vous acheter. Aujourd'hui, le prix auquel on vend l'électricité pendant 20 ans, c'est souvent autour de 10-11 centimes le kilowattheure. Donc ça, c'est le modèle économique sécurisé pendant 20 ans. Donc si vous arrivez à trouver un consommateur qui est prêt à l'acheter plus cher et qui pourtant fait des économies par rapport au prix auquel lui il achète à son fournisseur, ben c'est gagnant-gagnant, et là vous avez une opération d'autoconsommation collective qui tient la route. Mais c'est important de réfléchir par étapes. D'abord l'installation photovoltaïque, comment je sécurise mon modèle économique, et après qui je vais aller chercher comme consommateur pour pouvoir développer mon opération. Il ne faut pas le prendre à l'envers, ces étapes sont très importantes. Merci à tous les deux, c'est très clair. Alors si on vous demande les points critiques, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, en tant que gestionnaire de réseau, vous voyez bien ce qui fonctionne bien. Vous voyez aussi ce qui fonctionne moins bien. Quels sont les points d'attention pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans un projet comme ça ? Il faut faire simple. Pour que ce type de projet voit le jour, il faut faire le plus simple possible. Faut pas, c'est assez séduisant ce fonctionnement, et on peut se dire, j'ai une installation, je vais pouvoir à 2 km alimenter 200 personnes, ça va être génial, tout le monde va être partant avec moi. Mettre d'accord 200 personnes, c'est pas évident, et ça prend du temps. Donc mettez-vous déjà d'accord avec vous-même pour faire une installation. Et ensuite, une fois que l'installation fonctionne, vous arriverez de proche en proche à aller trouver des personnes qui ont un intérêt à court terme, long terme, moyen terme. C'est aussi cette différence dans le temps. Pour faire une installation de production, on se projette à très long terme. En tant que consommateur, on n'a pas envie d'avoir des engagements très longs, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc on veut pouvoir s'alimenter localement, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est dur de marier le court terme et le long terme. Donc faites simple, avec ce que vous maîtrisez, avec des acteurs avec qui vous avez la même vision, les mêmes valeurs, et puis après ça ira bien. Et ce que je voudrais dire côté du réseau d'Enedis, c'est un point de vigilance, vous l'avez compris, hein. Il y a le sujet autour du raccordement. On est sur des taux de croissance quand même de plus de 40% chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a du volume. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités, et il faut aussi une capacité d'accueil sur les réseaux. Donc il y aura toujours un raccordement, quel que soit l'endroit où vous souhaitez lancer votre projet, mais c'est une question de coût et de délai. Donc renseignez-vous auprès de nos équipes, auprès de nos interlocuteurs et interlocutrices, Mathilde qui est avec nous aujourd'hui, Stéphane également. Donc tout le monde est là pour vous répondre, pour vous apporter des solutions et des réponses. Et puis il y a le sujet bien sûr des compteurs communicants, mais ça vous avez déjà un peu compris le sens et l'intérêt des compteurs Linky, et donc des compteurs qui permettent justement de partager les cours de charge. Donc au plus tôt vous nous rencontrez, vous venez nous présenter le projet, mieux c'est. Michael Laville, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous me permettez de vous présenter comme un éclaireur, Michael ? Je rappelle vos différentes casquettes. On parle d'énergie, on parle aussi de lumière, donc peut-être. Non, je rappelle pour que ce soit bien clair, vos différentes casquettes. Donc vous êtes à la fois maire de Champniers, vous êtes élu au Grand Angoulême, vous êtes président de Qualitum, qui est un syndicat de gestion des déchets en Charente. Et il me semble que vous avez un projet d'expérimentation dans le domaine de l'autoconsommation collective. Alors même plusieurs, j'ai envie de dire. Tout d'abord, je veux faire un petit retour en arrière. 2020, je suis élu à la mairie. Objectif de la municipalité, réduire la consommation et optimiser tout ce qui est lié à l'énergie. On fait un diagnostic de nos bâtiments, on réduit les plages d'éclairage public. On fait tous les efforts avant la crise, en croyant faire des économies, pouvoir réinvestir ces fonds dans l'amélioration d'un réseau, avec des grandes ambitions. Entre-temps, tout le monde est un peu au courant qu'il y a une crise. Les économies ont à peine compensé les surcoûts d'énergie. Moralité, pour la commune, plus 350 000 € d'électricité sur 2023. Et puis, à titre d'exemple, pour Qualitum, sur un outil départemental qui est le centre de tri à Trion, là où on consommait pour 240 000 € d'électricité à l'année sur un site industriel,
pour faire le même boulot en 2023, 1,6 million. 1,6 million à l'échelle du département, je vous laisse faire le calcul, ça a un impact fort même sur tous les Charentais, quoi. Donc, il est temps de réfléchir à un autre modèle, quoi. Même la petite histoire, et on n'en est pas fier, il a fallu faire venir une génératrice au gasoil pour faire des économies d'énergie en 2023. On a l'impression de marcher sur la tête, hein, mais c'est la réalité. Donc en fait, il faut absolument qu'on réduise nos consos, mais nous, on a déjà fait beaucoup d'efforts, donc je ne sais plus trop comment faire. Donc le mieux, c'est quand même de regarder comment on peut faire ces économies par le biais de l'autoconsommation. Alors, à la mairie, on avait déjà fait une AMI en 2021. D'ailleurs, on parlait d'entreprises fiables, on parle de partenaires fiables. Mais dans ce milieu-là, et là, je mets vraiment un point d'attention à tous, il y a aussi un certain nombre de requins. On a fait des zones d'accélération, on a répondu à l'État sur les zones d'accélération des ENR. On a déclaré tout ce qu'on pouvait déclarer. Et depuis, le téléphone sonne à la mairie. Toute surface éligible intéresse un certain nombre d'opérateurs. Donc moi, je suis pour le travail en proximité, le travail en confiance. Je pense que c'est un slogan aussi de votre organisme. Donc il faut savoir travailler avec les gens en local, en toute confiance. On a des très bons opérateurs. Je vois qu'un peu plus haut dans les gradins, il y a LM Soleil à côté, mais il y a aussi la SEM Territoire Charente, par exemple, et bien d'autres, hein, des opérateurs qui peuvent nous accompagner. Nous ne sommes pas des professionnels de l'énergie. On travaille beaucoup avec Enedis. On a besoin de ce conseil avisé. Mais, encore une fois, moi j'ai monté 2 AMI à la mairie. Pour l'instant, il n'y en a pas une qui arrive au bout. Tout simplement parce que quand on monte une AMI, un opérateur arrive de je ne sais où, il prend toutes les opérations et puis il va au bout de celles qui l'intéressent, enfin celles, bien évidemment, qui sont les plus juteuses, donc, ou celles qui deviennent équilibré financièrement, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc nous, on est un peu victime de ça, les collectivités. Donc cet aspect AMI qui valait il y a peut-être quelques années, pour ma part, ça ne vaut plus aujourd'hui. Il faut mieux passer sur des sujets et des opérations qu'on maîtrise de bout en bout, en fait. Très bien. Il me semble que vous travaillez avec la société LM Soleil sur un ou plusieurs projets en cours. Valentin Bonnet, vous pouvez nous éclairer sur le sujet, nous donner des exemples? Oui, alors d'abord sur le sujet des AMI, nous sommes engagés à fournir un backup si jamais le dernier ne va finalement pas au bout. Ensuite, on travaille sur de nouveaux projets pour la ville de Champniers sur lesquels nous allons intégrer des bâtiments designés plus esthétiques qui vont s'intégrer mieux dans le paysage périurbain avec toute la partie urbanistique, gestion des circulations, des eaux pluviales, de la biodiversité. Donc ça, c'est un nouveau modèle aussi avec, que l'on travaille avec la collectivité. Et sur un exemple plus concret, j'ai volontairement passé un certain nombre de points tout à l'heure, puisque autant discuter autour d'un exemple concret. Ça, c'est un projet qui est en développement chez nous. On en est à l'étape du permis de construire. C'est un bâtiment de 330 kW crête pour Qualitum, donc une surface couverte d'à peu près 2000 m². Pour un site, donc déjà le premier intérêt, c'est qu'on va raccorder ce bâtiment au réseau pour créer une opération d'autoconsommation collective. Le premier intérêt, c'est que ce bâtiment ne pouvait pas être directement disposé sur le site de consommation. Donc, par le biais du réseau, nous allons pouvoir quand même mettre en place de l'autoconsommation. Premier point. Deuxième point, sur cette centrale, 80% de la production solaire va être autoconsommée. C'est ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation. Ces 80% vont représenter 15% de la consommation annuelle. Donc, on va pouvoir faire des économies sur 15% de la facture. On s'est mis d'accord sur un tarif d'achat intéressant pour nous
et intéressant aussi pour le consommateur, pour pouvoir dégager annuellement plus de 200 000 € d'économie. En tout cas, avec les tarifs actuels, on sait qu'ils fluctuent, mais l'intérêt, c'est d'avoir sécurisé pendant une durée, sur des dizaines d'années, un tarif avec aussi une quantité d'électricité maîtrisée. On sait qu'on pourra apporter toujours 15% de la consommation du bâtiment pendant des dizaines d'années à un tarif connu. Donc ça apporte de la visibilité, de la maîtrise. Ce bâtiment, il a été financé par LM Soleil, c'est-à-dire que plus de 90% de son coût a été financé par LM Soleil. Donc on met à disposition aussi ces équipements. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Et on vous a expliqué toute la procédure, les notions à anticiper pour mettre en place ces opérations d'autoconsommation collective. Nous, c'est notre métier, on le met en place pour vous. C'est-à-dire que c'est transparent. On vous offre le service de vous fournir des équipements et des électrons à disposition pour de l'autoconsommation collective. Pour le reste, on s'en occupe. Voilà. Merci Valentin. On va rester encore un peu avec vous. On a vu les facteurs clés de succès avec Mathieu et Patrick d'un projet d'autoconsommation collective. Quel est le point de vue du développeur ? Alors, déjà bien regarder le potentiel du site, parce qu'on va avoir besoin d'avoir quand même un équilibre économique sur le projet. Donc, le potentiel photovoltaïque du site est très important. La distance au réseau est d'autant plus importante, puisque si on ne se raccorde pas au réseau, on ne peut pas faire grand-chose. L'implantation aussi des objets et la nécessité de ces objets, puisqu'on ne va pas chercher à surdimensionner les installations pour toujours produire plus, gagner plus, puisque aujourd'hui on est de plus en plus contraint aussi par l'artificialisation des sols, les contraintes urbanistiques. Donc il faut s'intégrer dans tout cet écosystème de réglementation de PLU, d'occupation du foncier d'un point de vue général, puisque le foncier est très précieux, donc c'est le nerf de la guerre. Très bien, Mickaël, on va revenir vers vous. Alors, vous avez plusieurs casquettes, on l'a dit. Au-delà de l'autoconsommation collective, quels sont les rôles que vous menez dans la transition énergétique du territoire? Vous pouvez me répondre sous l'angle de maire de Champniers, d'élu du Grand Angoulême ou de président de Calitom, à vous de voir. Ce qui est important quand même, ce qui vient d'être dit, c'est pour tout opérateur privé, enfin entreprise privée ou collectivité, c'est d'avoir une visibilité sur les tarifs à long terme. Ça permet quand même d'avoir des projections et de voir où on va. Alors moi, en tant que maire, en tout cas, je suis très attaché à cette transition. Il ne nous a pas échappé qu'il y a eu des périodes sur la commune de Champniers où on a été certainement un peu moins vertueux. Mais ça c'est historique, on n'en veut à personne, c'est le sens aussi de notre action et des contraintes qui sont liées à nos actions. Et à toute époque, il y a eu une stratégie en tout cas, ce qui a fait que vous voyez un peu comment est la zone des montagnes, hein, et tout ce secteur, et puis en plus la commune, on a aussi l'aéroport, donc comme ça c'est le pompon. Donc on a quand même passablement imperméabilisé, érasé, et pour les montagnes en tout cas, bien aplani les montagnes. Donc il ne faut pas avoir honte de ça, hein, c'est l'histoire. Par contre, aujourd'hui, il faut une gestion peut-être, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et la SEM peut en témoigner, beaucoup plus vertueuse. C'est-à-dire que chaque projet qui naît doit absolument intégrer certains principes de gestion, et notamment sur l'énergie, l'imperméabilisation des sols, la désimperméabilisation des sols. Donc, toute cette approche-là, elle est faite, et c'est le cas également avec une action qui est menée par l'agglomération, qui s'appelle Quartier Climat, qui vient engager des actions autour du PLU-I. Hein. Et donc, on parlait tout à l'heure de la fameuse ZAN, donc la zéro artificialisation nette. Donc, on se doit aussi d'être hyper vertueux dans la consommation d'espace, et d'aller chercher les friches
absolument d'aller chercher les friches. Donc, moi, personnellement, en tant que maire, j'insiste lourdement avec les entreprises de la commune. Sur la commune, il y a 400 entreprises. Il y a beaucoup de bâtiments. Hein. Donc, très récemment, j'ai invité les opérateurs locaux à une réunion devant les chefs d'entreprise pour leur pointer du doigt aussi qu'il faut cette transition. Ils n'ont pas tous conscience de ce qu'il faut faire. D'abord, ils ne connaissent pas forcément, et ces réunions servent à ça, mais ils ne savent pas vraiment où on va. C'est un peu l'inconnu hein, de monter des dossiers comme ça. Et puis, ils n'ont pas que ça à faire non plus. Hein. Ils ont aussi leur activité principale. Et en ce moment, les chefs d'entreprise, ils sont quand même assez gâtés. Ils ont beaucoup à faire et il y a quelques moments d'incertitude dans leurs activités. Donc, à nous aussi de les accompagner, de les informer. Je pense qu'accompagnés d'Enedis et d'autres entreprises, on peut arriver à les informer. Et surtout, ils ont des réglementations qui viennent s'imposer à eux très prochainement, surtout dans le parc des montagnes, les parkings de plus de 1500 mètres carrés, etc., etc. Moi, je parle avec des entreprises, je suis assez proche même très proche des entrepreneurs de la commune. Très récemment, il y en a un qui me dit moi, pour 1000 mètres carrés, je paye 2800 € de gaz par mois. Donc vous voyez que cette transition, elle a besoin de s'opérer. Et puis, d'un point de vue général, sur les aménagements, reverdir, j'ai envie de dire, le parc des montagnes, pour moi, c'est un objectif. Être beaucoup plus vertueux que ce qu'on a pu être en termes de consommation et donc rendre un peu plus vertueux, en tout cas, ces opérations. Donc, pour moi c'est vraiment quelque chose que je mets en œuvre et qui me tient à cœur que d'informer et d'essayer d'accompagner. Et pourquoi pas, pour l'autoconsommation, qu'ils s'associent, parce qu'il n'y a pas que des grosses entreprises, il faut savoir. Donc d'abord, il y a ça. Puis après, il y a eu une période de requalification. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière sur les slides, mais elles sont dans mon dos, et comme je n'ai pas de vision arrière. Mais voilà, donc... Pour Qualitum, Qualitum, c'est quand même une longue histoire, hein, l'énergie. Longue histoire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc on produit beaucoup d'énergie en toute forme, hein, que ce soit du biogaz ou autre, mais ça c'est lié à l'exploitation de casiers de déchets. Mais depuis 2016, on a requalifié toutes nos anciennes décharges. Et si on ne peut pas faire du photovoltaïque partout au sol, et je m'oppose totalement à aller chercher des surfaces agricoles, par exemple, et en fait, les anciennes décharges, c'est des terrains incultes, même si ça a été bien retraité. Et là-dessus, on s'est engagé dès 2016 avec une première opération à Dirac. Et puis ensuite, on a monté avec le SDEG et Sorégie, dont je salue la présidente qui est dans la salle, Claire Brabant, qui est au second rang. Avec Solar Park, on a monté cette ESAS, la première SAS de France, et on s'est mis à retraiter toutes les anciennes décharges de Qualitum. C'était un des premiers points à faire. Et puis ensuite, on a même investi sur des délaissés de la LGV, dont on a inauguré à Villognon il y a très peu de temps, la semaine dernière, le second parc. Donc aujourd'hui, en fait, sur Solar Park, on a à peu près l'équivalent d'une production d'une ville de 18 000 habitants. Voilà. Dans les cartons, avec 2-3 projets en plus, on va passer à 36 000 habitants. Alors, il faut y croire, en fait. La transition, c'est bien celle-ci. Il n'y a pas que les mots, hein, il y a aussi les actes. Donc, ce qui ne nous a pas souvent rendu service, c'est la procédure administrative, la lourdeur administrative. On a tous entendu parler pendant un moment du choc de simplification. Bon, on n'y est toujours pas. Hein. Les projets sont longs, douloureux parfois. Donc, il faut vraiment y mettre de la bonne volonté et être convaincu qu'il fallait y aller, quoi, hein. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est à la fois réaliser pour son compte personnel, mais aussi permettre l'information et permettre aussi de prendre les bonnes décisions en matière de programmation d'urbanisme. Parce que ça aussi, c'est l'enjeu. De pouvoir faire un peu partout, au moins sur les délaissés, par exemple sur les délaissés RN. Je donne juste cet exemple. Avec la loi Barnier, c'est interdiction de construire à 100 mètres de la route nationale.
Bon, même un parking, on ne peut pas le faire. C'est juste une aberration, on est d'accord. Ce sont des zones, si on ne va pas chercher ces zones-là, c'est qu'on aura raté quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, si on ne va pas chercher ces zones-là, ne comptez pas sur moi pour donner la moindre autorisation sur des zones naturelles ou agricoles. Donc, il faut vraiment prendre conscience que toutes les zones, les délaissées, les friches doivent être réinvesties absolument. Et qu'on aura réussi ça, alors là-dessus, à ça, il faut additionner les toitures, les parkings. Et puis qu'on aura réussi ça, je pense que déjà, on aura bien progressé. Merci pour ces illustrations, Michael. Bravo pour ces initiatives. Alors Mathieu Mansouri, on revient vers vous. Alors la mise en place d'un projet d'autoconsommation collective, ça peut sembler complexe. Vers qui se tourner pour commencer un projet de cette nature ? D'abord vers le gestionnaire de réseau, parce que vous avez vu qu'il y avait des guides, des outils, des interlocuteurs dans chaque territoire pour vous aider là-dessus. Les professionnels, parce que le potentiel solaire est prioritaire. Et puis, nous également, parce qu'on fait du conseil et on est une sorte de guide dans votre transition énergétique, où on est là pour vous orienter vers les acteurs existants en fonction de votre besoin. On a vu que le photovoltaïque, ça représentait des projets qui peuvent faire plusieurs hectares, des bâtiments de 3000 m², mais aussi des petites installations résidentielles. Et en fait, ça couvre un panel de types d'installations et d'acteurs et de filières, en fait de sous-filières. Et à chaque fois, il y a des acteurs adaptés. On va retrouver Sorégie, LM Soleil, Sylvestre, enfin je vois plusieurs acteurs dans la salle, mais à chaque projet que vous avez, il y a un interlocuteur local adapté. Donc nous, on est là pour vous dire si votre projet tient la route, peut-être que le photovoltaïque n'est pas prioritaire pour vous, qu'il faut commencer à travailler sur les économies d'énergie, la production d'eau chaude, le chauffage à travers le bois énergie, la géothermie ou le solaire thermique. Et si le photovoltaïque est pertinent, on vous orientera vers les acteurs qu'il faut. Et comme le choc de simplification n'est toujours pas arrivé, on vous aidera aussi dans la magie administrative française pour ce type de projet-là. Voilà, donc du coup, je résume rapidement nos missions, mais nous, on fait du conseil, des études, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'accompagnement de projet. Et puis, on accompagne vraiment tous les acteurs qui ont besoin d'avancer sur la transition énergétique. Et donc, sur le sujet du photovoltaïque, on fait aussi des expertises sur des installations qui fonctionnent moins bien pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de former les professionnels, les bureaux d'études, les architectes, les collectivités pour s'approprier au mieux ces sujets-là et qu'on puisse avancer ensemble très vite, mais bien et sans contre-référence. Voilà. Merci. On approche de la fin de cette table ronde. Avant de passer aux questions-réponses et à la conclusion, est-ce que vous avez chacun, Mathieu, Patrick, Valentin, Michael, des éléments à rajouter qui ont été nourris par ces échanges ? C'était pas prévu, hein, donc prenez le temps de réflexion. C'est pas prévu, mais il faut expliquer que c'est possible. Récemment, j'ai eu la chance d'être à une inauguration, celle d'une entreprise qui s'appelle Autour du Feu, dans la zone des montagnes, qui démontre que la transition, elle est possible. Une entreprise, aujourd'hui, elle se doit de pouvoir se transformer pour avancer, en fait. C'est ce que les élus doivent comprendre. Souvent de fois, on est un peu trop restrictif. On nous dit, oui, on ne veut pas de mètres carrés supplémentaires. On nous dit, bon, non, mais il faut le regarder au cas par cas. Et il faut permettre à une entreprise de se transformer. Parce que si on ne permet pas ça, en fait, c'est la fin, quoi. Cette entreprise, c'est l'exemple parfait. D'abord, c'est une entreprise jeune, dynamique, ancienne sur le paysage commercial, mais qui a su se transformer et qui vient de monter un bâtiment énergie positive recouvert de photovoltaïque. Monsieur Sylvestre sait de quoi il parle, mais en tout cas, j'invite les entreprises, et notamment toutes celles du parc des montagnes, mais pas que, à aller voir ce qui se fait. Parce qu'à l'arrivée, même s'il y a un investissement, c'est des coûts de fonctionnement en moins. Et c'est du confort aussi pour travailler, etc. Donc, vraiment, il faut être très positif. Enfin, moi, je le suis de nature, hein, mais il faut être très positif et avancer. La seule incertitude aujourd'hui, c'est est-ce que les conditions dans lesquelles on réalise vont perdurer
surtout au regard du moment que nous vivons politiquement. Donc ça, c'est une interrogation. Et pour autant, il faut aller vite dans cette transition si on ne veut pas stagner, en fait. Et la Charente, elle n'a pas besoin de stagner. Je pense qu'on a suffisamment stagné. Il faut avancer. Et on parle de réindustrialiser. Donc il faut à la fois réindustrialiser la Charente, et ça, on en a largement besoin, réinvestir nos friches et le faire de manière vertueuse. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Patrick, vous voulez réagir ? Oui, pour rebondir à tout ce que tu dis, Michael, c'est vrai qu'on observe quand même une sacrée révolution au niveau des réseaux. Pour nous, notre présidente, elle en parle assez largement pour dire qu'on vit une révolution énergétique en France avec tout ce développement des ENR. Et on voit que ça s'adapte à tous les usages, finalement, qu'ils soient, comme tu disais Mathieu, domestiques, industriels, collectivités, monde agricole. Et ça, c'est assez impressionnant, finalement, ce qui se produit en ce moment, avec la multiplication de ces productions et ces énergies-là qui remontent sur les réseaux. Alors nous, on doit suivre, évidemment, il n'y a pas que le recadrement, il y a aussi l'équilibre consommation-production. Et on est aussi attentif à ce qui se passe au comité régional de l'énergie, qui aurait dû se produire la semaine dernière et qui a dû être annulé pour les mêmes raisons que tu évoquais. Donc effectivement, quand on parle de zone d'accélération des ENR et la loi, quand on parle de l'agrivoltaïsme, quand on voit tout ce que ça va apporter et de changement, de comportement ou de vision, voilà, devant nous, devant vous, il y a plein de possibles et réalisables, et on est là pour vous accompagner. C'est une belle conclusion. Oui, Valentin, vous vouliez... Oui, juste deux mots. Que l'on soit donc société de conseil ou installateur, il y en a beaucoup présents dans la salle. Sachez que localement, vous avez ici présents des acteurs sérieux pour avancer. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher, consultez-les et concrétisez vos projets. Un grand merci à tous les quatre. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Avant de vous céder la parole, je propose de donner le mot de la fin à Antoine Morneau, directeur des marchés entreprises des engagements au Crédit Agricole Charente-Périgord. Oui, alors c'est trop aimable, mais vous avez fait ma conclusion, messieurs. Je suis un peu déçu. Je voulais dire oui, c'est possible. Oui, la Charente propose des solutions adaptées au territoire avec des intervenants du territoire, notamment pour garder la valeur créée autour de l'énergie ici en Charente. Je crois que c'est important. Le monde a changé et le sujet de l'énergie qui devient central peut créer de la valeur enfin ici sur le territoire. C'est une bonne nouvelle. Et certes, ça peut être un peu compliqué, mais il y a des intervenants qui sont ici pour vous expliquer à nouveau que c'est possible. Nous croyons beaucoup aussi à la réindustrialisation de notre territoire et on porte la conviction avec vous que ça passera en partie par le sujet de l'énergie et donc des boucles d'autoconsommation. Vous savez, ici, on est organisé en filières, on en a un certain nombre, la filière cognac, la filière énergie-climat et la filière industrie, filière image également, et on fait beaucoup de liens entre la dynamisation de notre filière industrie et le sujet de l'énergie. Donc on est convaincu de ça. Soyez persuadés qu'on mettra tout en œuvre à travers nos financements, mais aussi nos solutions assurantielles, des initiatives comme aussi la création du club énergie-climat pour fédérer les énergies autour de l'énergie. Voilà, donc on met tout en œuvre, des prises de participation également dans des structures de toute nature, qu'elles soient totalement privées, en lien d'ailleurs également avec la sphère publique ou des collectivités. Donc on essaie d'être sur tous les sujets pour permettre à ce département de régler, on espère définitivement, le sujet de la décarbonation de nos activités. Donc merci sincèrement pour votre présence, messieurs. Je note simplement que c'est assez masculin, le sujet de l'énergie. Chez nous, la responsable de la filière énergie est une femme.
Donc, non, je plaisante. Mais Madame Vernet devait être là, elle n'a pas pu être présente, donc ça aurait probablement rééquilibré un peu les choses. Mais merci sincèrement pour vos témoignages. Je pense que ça prouve que c'est possible. Bravo pour l'initiative privée et publique. Et j'espère que vous aurez des questions parce que nos intervenants, je pense, ont encore des choses à nous dire en lien avec vos préoccupations personnelles. Donc encore merci. Et je rappelle, mais je crois que tu l'as dit Thibault, qu'à l'issue de cette réunion, vous pourrez à nouveau échanger, poser des questions peut-être un peu plus personnelles, entre guillemets, que vous ne souhaiteriez pas exposer devant le public. Donc n'hésitez pas, ils sont encore là un peu présents pour vous. Donc merci à vous d'être toutes et tous présents ce matin pour un sujet central, je pense, pour l'avenir de la Charente. Alors, mesdames et messieurs, nos experts sont à vous. La première question est toujours la plus compliquée. Ah ben parfait. Michel, on va vous apporter un micro. Merci. Je suis un opérateur de zone commerciale. En quoi l'électricité produite en consommation collective peut servir les ambitieux objectifs du décret tertiaire pour les participants ? Alors, je rappelle juste, le décret tertiaire, c'est une réglementation qui vise à faire des économies d'énergie sur des bâtiments de plus de 1000 m², sur certaines typologies de bâtiments de plus de 1000 m², avec des objectifs 2030, 2040, 2050, en termes de pourcentage d'économie d'énergie à atteindre. Et donc, ça passe par des actions de régulation, de pilotage, d'isolation, de changement de système de chauffage, d'équipement. Et le photovoltaïque en autoconsommation fait partie des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre l'objectif du décret tertiaire. Mais en autoconsommation individuelle uniquement. Parce que quand on vend l'électricité, ça ne réduit pas les achats d'énergie du bâtiment. Quand on fait de l'autoconsommation individuelle, ça réduit les achats du bâtiment, donc ça y contribue. Et l'autoconsommation collective, comme c'est une option de valorisation de l'électricité qui peut changer à chaque instant, je peux l'attribuer cette année aux consommateurs de l'espace commercial, mais le lendemain, l'attribuer à quelqu'un d'autre. Et le surlendemain, arrêter l'opération. Et donc, c'est tellement variable administrativement que ça ne peut pas être pris en compte comme un objectif d'économie d'électricité à long terme. En tout cas, c'est le choix du législateur aujourd'hui. Pas d'autres questions? Si. Merci pour tous ces échanges. On sent qu'il y a un écosystème favorable aujourd'hui, et puis évidemment il y a une incertitude politique qui s'annonce. Est-ce que finalement, au-delà du discours, ça peut véritablement être remis en cause, tout ce qui est engagé, tout ce qui s'annonce, et quel est votre point de vue? Alors, pour tout ce qui est engagé, alors tout peut toujours être remis en cause, mais pour tout ce qui est engagé, il y a quand même des notions d'investissement, de construction. Ce serait quand même compliqué de tout déconstruire, tout démolir, parce qu'il y aurait un certain nombre d'acteurs qui seraient très mécontents, que ce soit nous, installateurs, les personnes qui ont investi dans ces installations, les banques qui ont permis de financer ces installations. Ça paraît quand même compliqué de tout remettre en cause du jour au lendemain. Cependant, on peut quand même peut-être anticiper des potentiels blocages futurs pour le développement à venir, donc sans remise en question de ce qui est déjà fait, mais pour l'avenir. Sur les principes, aujourd'hui on fonctionne beaucoup avec les arrêtés tarifaires, principalement. Ça peut être quelque chose de remis en cause. On anticipe un petit peu déjà ça, parce que
ce qui ne pourra pas être remis en cause, ce sont les marchés de l'électricité. Et donc on se rapproche de personnes qui vont faire de l'agrégation pour pouvoir soit mettre en place des contrats de gré à gré, des contrats de PPA, pour faire la même chose que ce dont on a parlé en termes d'autoconsommation collective, mais différemment d'un point de vue contractuel, on va dire, pour simplifier les choses, ou alors simplement vendre cette électricité sur les marchés de l'énergie. Mais ça ne va pas dans le sens de la transition énergétique telle que on l'a développée aujourd'hui, sur de la consommation locale, sur des objets dimensionnés à la bonne taille, positionnés aux bons endroits. Ce serait vraiment une remise en cause de toutes ces réflexions-là. Moi, je vais avoir une parole politique, du coup, excusez-moi. Mais carrément, en fait, selon qui arriverait au pouvoir à Matignon, on peut avoir plus ou moins d'appétence à développer les ENR ou à revenir massivement sur le nucléaire. Enfin, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à des volontés et des décisions politiques. L'accompagnement qui est fait sur le développement, les contraintes pour certains qui sont données, puisqu'on marche beaucoup à la contrainte. Le changement se fait toujours par la contrainte en France. Donc le fait de prendre telle ou telle loi ou telle décision de loi de finances qui vient impacter le porte-monnaie de chacun nous amène à faire la transition. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, du coup. Je vais être hors sujet, excusez-moi. L'État a décidé dans une loi de finances d'augmenter la taxe générale sur les activités polluantes, passant cette taxe de 23 € en 2017 à 65 € la tonne en 2025. Pour Qualitum, qui est au 100% enfouissement, la différence est 4,5 millions par an. Voilà, on est 350 000 habitants, calcul assez simple également. Donc c'est bien une loi de finances qui nous force. Donc ça force Qualitum à réfléchir. En plus, il y a d'autres lois qui nous demandent de sortir de l'enfouissement. Voilà. Et il y a une autre loi d'ailleurs qui dit qu'il faut s'améliorer sur la production d'énergie. Donc tout ça va dans le sens où il faut qu'on change de mode de traitement de déchets en Charente. Vous avez tous entendu peut-être parler d'un projet, mais c'est une obligation. Cette transition, elle se fait que par l'obligation, en fait. Voilà. Qu'elle soit par une loi de finances ou par d'autres lois environnementales, principalement. Donc oui, tout peut s'arrêter. Moi, ma réponse, elle est assez claire là-dessus. Tout dépendra de qui... Alors après, on peut avoir aussi un gouvernement qui va être pro-ENR et qui va vouloir aller plus vite encore que ce qu'on va... alors, ça serait peut-être difficilement supportable également. Alors vous avez des profils très différents dans la salle. On voit des maires, des représentants de l'industrie du cognac, on voit des entreprises privées, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'autoconsommation collective? Est-ce que vous avez encore des questions pour profiter de l'expertise de nos experts? Oui, monsieur. Je voulais juste savoir s'il y a un état des lieux, des zones de tension sur la demande électrique et aussi sur les zones où justement il y a trop de production électrique. Je pense au Nord-Charente avec les éoliennes et tout ça. Et pour avoir été un peu acteur sur le sujet, on entend oui, mais le tuyau n'est pas assez gros, il faut redimensionner l'affaire et tout ça. Donc je me dis, mais on fait quoi? C'est la petite semaine où il y a vraiment une cartographie d'établi? Je sais pas, ça me paraît un peu... Je me dis, aujourd'hui, il y a une loi sur l'énergie qui doit être votée, qui est bloquée, comme vous avez dit tout à l'heure. Et je me dis, est-ce que demain, aujourd'hui, tout le monde a son petit projet dans son coin et tout? Et je me dis, à 10 ans, on parlera d'hydrogène. Est-ce qu'on aura des capacités justement pour produire des choses comme ça ou pas? Est-ce qu'on a pensé à ça? Je sais pas.
Voilà, ma question elle est peut-être un petit peu floue, mais... Non, non, pas du tout. Elle est d'actualité. Merci pour la question. Effectivement, le sujet de l'adaptation des réseaux est un sujet fondamental. Sinon, on ne pourra pas injecter, on ne pourra pas consommer. Donc, il faut réussir à l'adapter. Donc, il y a 2 outils aujourd'hui qui existent. Le premier, c'est le schéma régional de l'énergie des ENR. C'est un schéma qui a été voté et signé par le préfet en 2020, qui prévoyait tout simplement 13,6 gigawatts à raccorder sur les réseaux d'ici 2030. Et on arrive déjà à la fin de ce schéma et cet outil qui est aussi un outil de planification finalement, parce que tout simplement on part d'un gisement, c'est-à-dire que RTE, qui est à la manœuvre, a consulté tous les producteurs potentiels à raccorder sur le réseau de RTE, en HTB, très haute tension, et puis a consulté également tous les producteurs qui se raccordent sur le réseau haute tension. Et en 2019, alors qu'on ne connaissait pas encore toutes ces lois, il y a eu des évolutions réglementaires depuis qui ont simplifié et allégé les démarches, favorisé notamment le développement des ENR sur les réseaux basse tension. Donc il y a eu une révolution, enfin une augmentation extrêmement forte depuis 2020. Et pour vous donner juste un chiffre, dans ce fameux schéma régional, il était prévu, sur les 13,6 gigawatts, donc, il était prévu le raccordement de 800 mégawatts de producteurs BT. Aujourd'hui, on en est, sur la région Nouvelle-Aquitaine, on en est en 3 ans et demi à 1,8 gigawatts. Donc on a fait x6 par rapport à ce qui était prévu. Ça démontre à quel point, et c'était le sujet qu'on a évoqué depuis ce matin, depuis on a imaginé tout un tas d'usages et on est sur tout un tas de projets, comment produire local, etc. Et effectivement, il faut des réseaux pour s'adapter. Donc on arrive à la fin de ce schéma. Le RTE va annoncer avec la région, va annoncer la révision de ce schéma. Donc on va repartir en prenant le texte de loi qui est actuel, qui était dans la loi d'accélération des ENR. Il est prévu donc de repartir pour 15 ans. Donc là, l'objectif, là, en ce moment, on est sollicité, nous Enedis, tous les gestionnaires de réseau tous les territoires, Géredis, SRD, etc. Tout le monde est sur le pont pour essayer, et là c'est l'exercice le plus délicat, essayer d'avoir une idée de ce que l'on va produire d'ici 15 ans, en volume, en nombre, et dans les endroits où il faudra. Parce que les gros producteurs HTB, vous en avez entendu parler, il y a des gros parcs de 1 gigawatt qui vont se monter, qui sont en cours d'instruction, qui sont en cours d'installation. On a ensuite, on va appeler ça des producteurs moyens échelle, sur le réseau haute tension. Là aussi, on va les solliciter, RTE va les solliciter pour savoir combien ils prévoient en gisement. Et alors une inconnue, et qui n'est pas neutre, je viens de vous donner le chiffre des producteurs BT, où est-ce qu'ils vont être d'ici à 15 ans. Et si on ne réussit pas à identifier tous ces projets d'ici là, eh bien on ne saura pas finalement adapter les réseaux assez vite pour les accueillir. Donc comme vous le voyez, il y a une sorte de paradoxe. On tourne un peu autour pour savoir, dites-nous combien vous voulez et combien nous on va pouvoir vous donner aussi. C'est vraiment le gros sujet du moment et c'est compliqué, très compliqué pour nous. Donc on a sollicité là, il n'y a pas plus tard qu'un mois, tous les producteurs de la région, 300 producteurs connus, pour essayer d'avoir cette vision-là. Et voilà, on devra donc faire cette synthèse entre septembre et novembre de cette année pour essayer de donner une cartographie. Et je peux vous assurer que les grands producteurs, ceux qui se raccordent sur le réseau, aujourd'hui, RTE nous a fait un premier retour en disant on avait 13,6 gigawatts là pour 2030. A priori, on est autour de 26 gigawatts déjà dans les cartons. Et si vous amenez en plus des producteurs BT, ça va peut-être passer à au moins une trentaine, parce qu'on est peut-être entre 4 et 11 gigawatts quand même de producteurs BT. Vous voyez ? Donc on est là en train de réfléchir sur comment on va construire ce réseau, à quel endroit et combien ça va coûter. Parce que qui c'est qui paye ? C'est les producteurs haute tension et les producteurs très haute tension quand même. Il faut le savoir. Ce n'est pas les producteurs BT qui payent ces infrastructures. Ils payent le raccordement, évidemment, mais ce n'est pas prévu c'est un assouplissement qui a été trouvé depuis.
Et donc l'objectif, et pour nous Enedis, c'est un vrai enjeu, c'est d'arriver justement à vous raccorder dans les délais avec des infrastructures qui suivent. Mais quand vous là aussi, hein, un petit message subliminal, mais c'est quand même comment, dans le schéma actuel, c'était la construction de 480 km de lignes souterraines très haute tension. C'était 60 km de lignes aériennes très haute tension. C'était la création de 27 postes sources, ce qui fait la jonction entre le RTE et nous. Vous parliez de contraintes tout à l'heure, mais là aussi, l'acceptabilité de voir passer ces lignes près de chez soi et installer des bâtiments juste à côté de nous, qui ne sont pas le plus esthétiques, mais quand même, on travaille dessus, on travaille sur un design le plus possible. Quelque part, petit message aussi, c'est de dire, messieurs et madame les élus, faites en sorte que faciliter les démarches aussi administratives, qui sont très lourdes, d'instruction pour trouver du terrain, accepter ces projets, organiser des réunions publiques pour accepter ces projets, ça ira dans le bon sens. Ouais, si je peux ajouter un mot, j'ai aucun doute en la capacité technique des acteurs et des gestionnaires de réseau à avoir ce rythme et nous accompagner dans cette transition. Mais comme tu l'as évoqué, il faut absolument du dialogue avec l'ensemble des acteurs du territoire, de l'acceptabilité des projets. Et la transition va tellement vite qu'il ne faut vraiment pas négliger ça, au risque d'avoir beaucoup trop d'opposition, de rompre le dialogue et de rester dans un statu quo. Et pour ça, il faut remettre au cœur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, que la valeur reste sur le territoire. Et c'est en montant des projets ensemble, avec un projet à long terme sur qu'est-ce qu'on fait de cette valeur, comment elle bénéficie aux collectivités, aux réseaux publics, aux entreprises, aux acteurs économiques et aux citoyens, par différentes manières. Ça peut être des services, ça peut être de l'électricité, ça peut être un projet commun où l'ensemble de la valeur du projet sert à une action sur le territoire. C'est l'élément clé pour que, au-delà de l'acceptabilité, moi je dirais plutôt de l'appropriation. Il faut que les gens s'approprient les projets qui leur appartiennent, et c'est cette maîtrise des projets qui fera un développement plus serein à long terme, parce que la partie technique, c'est déjà gagné, hein. C'est que des ingénieurs à mettre. Enfin, il y a beaucoup de boulot, Patrick. Mais le photovoltaïque produit déjà l'énergie la moins chère, l'éolien aussi. Il n'y a pas de choix à faire. Il nous faut du nucléaire, de l'éolien en mer, de l'éolien, du photovoltaïque. Donc on sait où on va. On n'a pas le choix. La physique, là, pour le coup, ne sera pas remise en cause. Donc le chemin, il est là. Maintenant, il faut le partager ensemble et avancer le plus sereinement possible. Je vais répondre du coup. En fait, oui, il faut être proche, porteur de projet, Enedis, collectivité. Par contre, il faut aussi que les opérateurs aient une maîtrise de l'ensemble des activités et des travaux surtout. Les collectivités, parfois, sont un petit peu mis devant le fait accompli. Moi, je viens de refaire ma route, on me l'a pété. Ça coûte des milliers d'euros, on se fait critiquer par la population, et pour autant, il y a un sous-traitant pas très regardant qui a quand même tout détérioré et qui s'est barré après avoir passé son réseau, quoi. Donc il y a eu aussi toute une période de tension entre les sous-traitants, les travaux publics, etc., qui viennent sur les communes comme ça, qui passent sans autorisation, etc. Donc c'est aussi à nous d'être au plus proche de vous. On travaille très bien avec le directeur territorial d'Enedis Charente là-dessus, d'accompagner. Et alors concernant l'acceptabilité, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que les projets doivent être... les gens ne vont pas s'accaparer des projets, sauf s'ils y trouvent un intérêt. Voilà. Alors en termes d'acceptabilité, on a connu un méthaniseur qui a mis le feu à l'agglomération il y a peu de temps. Je porte moi-même avec Qualitum un projet ambitieux, obligatoire, mais avec un niveau d'acceptabilité très compliqué, qui est une UVE. Une UVE qui peut produire un équivalent de 250 hectares de panneaux photovoltaïques.
Voilà. Donc, et c'est un projet ultra structurant pour l'avenir, mais comment le faire accepter? Parce qu'aujourd'hui, c'est NIMBY, quoi. Moi, on me dit, votre VE, putain, c'est génial, mais faites-la ailleurs. Allez la faire à Soyaux. Évidemment, je vais la faire du côté de Fléac. Ou aller la faire à Barbezieux. Mais moi, si je vais à Barbezieux, alors déjà, nous, c'est que le technique qui parle. Hein. On est là parce que c'est le technique qui nous amène là. Mais enfin, voilà, donc il y a des oppositions sur les projets de parcs photovoltaïques. Il y a des oppositions alors, sur les lignes. Et puis, toutes les maladies que ça peut apporter, ces lignes. Hein. Donc voilà, donc... Aujourd'hui, malheureusement, l'acceptabilité, on a beau expliquer, faire des réunions publiques avec des opérateurs, etc. Les gens qui sont contre, ils sont contre, quoi qu'il arrive. Donc, il faut un peu de courage politique, du coup, même beaucoup par moment, et puis être convaincu que c'est la bonne direction. Voilà. Mais il faut absolument venir expliquer sur le terrain, devant les gens, ne pas se dérober et ça peut le faire, mais il faut que ça soit bien expliqué. Voilà. Oui, monsieur. Merci. J'ai une question pour Enedis. Est-ce que le stockage d'énergie a un rôle à jouer à moyen et long terme, et est-ce qu'il va s'inscrire dans le nouveau schéma dont vous parliez tout à l'heure, le schéma régional? Alors le stockage, c'est effectivement une nouvelle solution qui s'offre à nous. Il y a déjà des solutions de stockage qui existent pour le compte de RTE pour répondre à des variations et des pertes d'équilibre conso-producteurs. Et donc c'est des box de 1,2 MW qui existent. Donc il y en a plus de 200, je crois, en France. Mais par contre, en revanche, sur la technologie même du stockage aujourd'hui, l'intérêt que ça pourrait apporter du point de vue des réseaux, c'est quand vous regardez une courbe de production solaire, on voit que c'est une petite montagne, là, une petite butte. Donc l'idée, c'est de voir cette partie de stockage qui vient lisser un petit peu cette production un peu plus dans le temps et qui permet en amont ou en aval de pouvoir mettre à disposition de l'énergie. Donc c'est ça l'intérêt du stockage. Aujourd'hui, la technologie fait que malheureusement, on ne peut pas aller très loin dans le temps, soit en amont ou en aval. C'est la limite du système. Mais par contre, on voit qu'il y a des pays qui se sont lancés dans cette aventure. L'Allemagne, les États-Unis, l'Australie. Et ça répondait à des cas concrets. L'Australie, c'était tout simplement parce qu'ils étaient sur un des territoires, parce qu'ils étaient complètement isolés et sans aucune structure de réseau. Et donc, ils ne pouvaient pas avoir d'autres éléments que le stockage pour pouvoir délivrer une production supplémentaire. Donc, en Allemagne, il y a eu un autre sujet, c'était la disparition de certaines centrales nucléaires, voire une bonne partie. Et donc, difficulté aussi pour pouvoir faire face à la demande. Mais attention, parce qu'il y a aussi une question de coût. Quand le kilowatt est à 150 € en Allemagne et qu'il est à 60 € en France, forcément, le coût du stockage, qui est plus important, du coup, est moins rentable en France. Donc aujourd'hui, il y a aussi ce sujet-là, qui est la rentabilité de ce type d'énergie. Et donc, voilà, c'est ce qui apporte des contraintes et des difficultés d'installation de ces bases-là. Mais pour autant, il y a quand même pas mal de développement qui se fait en ce moment, pas mal d'expérimentation sur comment, à côté de parcs déjà photovoltaïques, comment adosser ces bases-là, voilà, pour faire des compléments de production. On a le temps pour encore une ou deux questions, si vous en avez. Oui. Ah, en bas. Donc, je demandais s'il existait des subventions ou des aides pour les projets d'autoconsommation collective. Il y a un soutien de la région Nouvelle-Aquitaine qui aide pour des opérations ouvertes. Vous avez vu qu'il y a des opérations patrimoniales quand on alimente son propre patrimoine et les opérations ouvertes qui doivent réunir plusieurs acteurs. Donc comme c'est plus compliqué de réunir plusieurs acteurs, la région soutient la partie études, animation, contractualisation
et un accompagnement à 1 an de fonctionnement de ces opérations ouvertes. Donc il y a un appel à projet en cours là-dessus. Après, il n'y a pas d'autre soutien particulier à l'autoconsommation collective. Il y a un soutien à la filière photovoltaïque via des primes et un tarif de vente d'électricité. Donc ça, c'est le soutien national spécial photovoltaïque. Mais pour l'autoconso collective, il n'y a que ça. Bonjour, Julien Delage, bureau d'études ILAO. Il y a donc, pour prolonger ce que disait Mathieu, il y a effectivement une aide de la région. Et c'est jusqu'à 50% en fait, du montant des études sur les opérations d'autoconsommation collective. Puisque, en tant que bureau d'études, on a un client qui a un petit centre commercial en Charente-Maritime qui fait ça. Et effectivement, il a été aidé par la région à 50% dans le cadre de cette étude. Et aussi, donc, parlant de boucle d'autoconsommation collective, les maîtrises d'œuvre ILAO et UNAEMO du CRER, on a accompagné donc, la ville de Rueil-sur-Touvre sur la première boucle d'autoconso collective patrimoniale à Rueil sur un 56 kW. Et je crois que la commune, elle sort un LCOE, un prix de revient à 17 centimes, là où elle paye 25 centimes sur kilowatt. Voilà. Une dernière, oui, allez-y. Merci. Alors, c'est juste pour effectivement poser, j'en profite parce qu'on est on a la chance d'être dans les locaux du Crédit Agricole. On a entendu les collectivités, on a entendu les enjeux des gestionnaires de réseau, des producteurs. En tant que producteur, la question qui se pose à ce jour, c'est effectivement quelle visibilité vous pouvez avoir au niveau des taux d'intérêt, puisqu'on sait que faire des projets ONR, c'est consommateur d'emprunt. D'ailleurs, je remercie la caisse locale d'être partenaire de nos projets. Et donc, effectivement, ça nous intéressait d'avoir un peu une vision que vous avez de cette perspective-là. Tu veux que je réponde? Tu veux répondre, Antoine? Comme tu veux. Bon, je commence et puis tu finiras s'il faut compléter. Vous l'avez compris, au Crédit Agricole Charente-Périgord, nous sommes résolument tournés vers la transition énergétique. Ça signifie que nous avons déjà intégré ces dimensions extra-financières dans l'ensemble de nos processus crédit. Ça veut dire que oui, aujourd'hui, si un projet est vertueux pour le territoire, on va le traiter différemment d'un projet qui est brown, pour le dire comme ça. Ça, c'est une première composante importante. Parce que vous parlez des taux d'intérêt, et je vais y répondre, mais il n'y a pas que la dimension taux d'intérêt. Notre rôle, ça peut être d'allonger la durée pour que la soutenabilité en termes de cash flow soit plus supportable pour un projet. Ça peut être aussi de travailler les garanties en fonction de ce que peut offrir un porteur de projet. Donc il faut bien avoir à l'esprit que c'est un ensemble, le financement de projet, et ce n'est pas seulement que le taux d'intérêt. Maintenant, sur le sujet du taux d'intérêt, la Banque Centrale Européenne vient de baisser ses taux directeurs, et pour la première fois depuis plus de 15 à 18 mois. Donc ça veut dire que c'est un signal au niveau européen qui est plutôt positif. Maintenant, nous avons au niveau français un contexte effectivement politique qui vient de s'offrir à nous, si je peux utiliser cette expression, ou plutôt qui vient d'arriver sur le devant de la scène, plutôt, c'est plus approprié. Et donc ça, il va falloir jouer avec ça, effectivement. Donc on a à la fois une tendance européenne qui est plutôt favorable, mais sur une horizon moyen-long terme. Hein, c'est pas parce que la BCE baisse ses taux directeurs qu'il y a un impact immédiat dans les taux de crédit des banques privées. Et on a un contexte national difficile. Donc, il y a encore quelques semaines, on vous aurait probablement dit le 4e trimestre devrait être plus favorable en termes de taux. Aujourd'hui, on a un peu plus d'incertitude. Voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect taux d'intérêt. Je ne sais pas si Antoine, tu veux compléter. Juste peut-être pour rajouter, on parlait des contraintes tout à l'heure. Les établissements bancaires européens sont soumis à la réglementation. Voilà, on a un régulateur, la Banque Centrale Européenne, etc. Et en 2050, donc c'est-à-dire dans un peu plus de 25 ans, tout notre bilan devra être vert. Dit autrement, tous les financements que nous accorderons devront être soit sur l'efficacité énergétique, soit sur la production d'énergie. On ne devra plus financer de véhicules thermiques, mais que des véhicules électriques, ou peut-être répondant à d'autres technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui, etc. Donc en 2050, tous les bâtiments que nous financerons devront être sans doute, comment on appelle ça, neutres. Voilà. Donc on aura nous aussi cette contrainte. Si je vous dis ça, c'est que c'est peut-être une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Ça veut dire que toutes les banques
et pas que le Crédit Agricole Charente-Périgord, mais toutes les banques ont entamé une espèce de course pour remplir de prêts dits verts. Alors, le terme n'est pas le bon, hein, mais dans leur bilan. Donc ça devrait favoriser, en toute logique, plutôt une baisse des taux. Donc ça, c'est la réglementation qui devrait, et la concurrence entre les banques qui devrait permettre ça. En revanche, comme l'a dit très bien Thibault, au niveau de la BCE, la tendance est plutôt baissière. Après, on a des circonstances un peu dramatiques françaises qui font que ça décroche un peu. Bon, espérons que les choses se calmeront. En général, dans les affaires, il y a toujours une surréaction et après, les choses reviennent dans l'ordre. On l'espère. Mais bon, la tendance est plutôt baissière. Et on sait que la hausse des taux est venue handicaper la rentabilité de bon nombre de projets photovoltaïques. Après, il y a des bonnes nouvelles. Vous l'annonciez, la hausse de la productivité des panneaux et l'effondrement des prix. Donc l'un dans l'autre, on sait très bien que le passage de taux de 2% à 4%, d'autres éléments économiques des projets sont venus quand même rentabiliser à long terme ces opérations. On est, nous, extrêmement sensibles lorsqu'on accompagne des projets à s'assurer de l'équilibre, le fameux DSCR à 115, etc. etc. Ça, c'est pour la soutenabilité des dossiers, mais on reste néanmoins convaincu qu'il faut opérer cette transition et on met tout en œuvre pour favoriser nos clients, favoriser les projets de nos clients, ça c'est certain. On voulait vous dire avec Antoine qu'on était ravis aussi de voir la diversité des profils dans cette salle. Le Club Énergie Climat, c'est une initiative qui est évidemment une initiative non bancaire, on l'a dit. Vous êtes 80 aujourd'hui à cet événement. On va continuer évidemment à impulser les choses sur ce territoire avec les partenaires, avec les principaux acteurs. Et donc vous serez bien sûr invités à de nombreux autres événements au-delà de nos réunions trimestrielles et des instances de cette association. Oui, on prévoit une autre réunion qui cette fois-ci sera en Dordogne, me disait Patrick ce matin. Je cherche Patrick, mais je suis sûr qu'il est là. La régie, tout là-haut. Ah, Patrick. On peut féliciter Patrick parce que c'est le responsable du club et il fait beaucoup de travail pour ce club-là. Et on aura donc en Dordogne en fin d'année une autre réunion sur l'efficacité énergétique. Et oui, effectivement, l'autre jambe de la transition, effectivement, il faut mieux produire, mais il faut moins consommer. N'oublions jamais ça. Caroline Bonnet me dit ça régulièrement. Produire, c'est bien. Moins consommer, c'est mieux. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas, on vous le redit, si vous voulez avoir un échange un peu privé avec les uns et les autres ou entre vous, n'hésitez pas, on ne vous met pas à la porte maintenant. On vous laisse cet espace ainsi que le hall à disposition le temps que vous voulez. Bonne journée à tous. Encore bravo à vous quatre. Merci à tous.